Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage. Nous allons parler du Mali avec Mamadou Diouf. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le poste péage de Kassela et le poste de garde civile de Marca Congo dans la région de Koulikoro ont été visés lundi soir. C'est le 2 janvier. Cette double attaque n'a pas été revendiquée, mais elle rappelle combien l'étau se resserre sur la capitale malienne. Mamadou Diouf, le 2, ces postes ont été touchés. Est-ce que vous avez des informations précises? On n'a pas encore toutes les informations parce qu'au niveau de la presse malienne, l'information revient sur les deux postes dont vous parlez, sur le nombre de morts. Il y en avait 4 qui avaient été annoncés au départ. On s'est retrouvé actuellement à 7 pour ce qui est du nombre de décès. Et l'interrogation au niveau d'une bonne partie des médias maliens, cet attentat fait suite à l'attaque, ne l'oublions pas, de la présidence, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et les gens se demandent, mais finalement, est-ce que Bamako, qui était considéré un peu comme la zone verte, pour parler comme les diplomates le font quand on parlait d'un pays, pour dire ici c'est la zone verte, ici c'est la zone rouge, est-ce que Bamako est en train de perdre son statut de zone verte par rapport à cette question de l'extrémisme qui était d'abord au nord, au centre, et qui vient aujourd'hui au sud, au niveau de Bamako. Donc c'est surtout ce qu'on retrouve comme interrogation au niveau des médias maliens. Quel a été le mode d'action? Les choses ne sont pas très très claires, mais il ne faut pas qu'on oublie le contexte. Ceux qui ont été attaqués ne sont pas exactement des militaires. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu tout récemment un débat au Mali où la police, tout comme un certain autre nombre de corps, ont été versés dans l'armée et considérés comme des militaires. Il faut que les gens se rappellent de ça. Et ce sont ces corps-là qui viennent d'être attaqués. Ce qui veut dire que ces groupes extrémistes violents, d'abord, sont informés de ce qui se passe et automatiquement, ils ont transformé ces gens en des ennemis comme les militaires maliens qu'ils avaient l'habitude d'attaquer pour venir attaquer ceux qui viennent d'être intégrés, si on peut l'appeler ainsi, ou d'être considérés comme des militaires au niveau du Mali. Et d'habitude, le groupe qui a l'habitude de faire ce genre de choses, c'est le GSIM, avec Iyad Agali et Amadou Koufa. C'est eux qui sont soupçonnés par les journalistes, par les analystes, par les spécialistes des questions de sécurité. C'est à eux que les gens pensent. C'est eux qui avaient fait également le coup contre la présidence. Alors, cela veut dire que, nonobstant les avancées des FAMA, c'est ce qu'on nous dit, l'insécurité est grandissante au Mali. Oui, c'est pourquoi je disais que ça crée un débat. Déjà, ça fait pratiquement une année que le Mali collabore avec la Russie et Wagner. Les gens commencent à poser maintenant le problème du bilan. Et il fallait s'y attendre. Et les Maliens sont divisés. Ceux qui sont les plus objectifs, ceux qui font de l'analyse, disent quelque chose de très clair. L'armée malienne est effectivement montée en puissance. Puisque la coopération avec la Russie a permis d'acquérir du matériel militaire qui permet à l'armée une mobilité, une force de frappe que l'armée n'avait pas. Ça, c'est positif. Maintenant, quand on regarde la chose du point de vue libération du territoire malien, du point de vue nombre des attaques, du point de vue nombre de morts, de blessés, etc., le bilan, il n'est malheureusement pas positif. Parce que là, malgré la présence de Wagner, malgré la présence des Russes, on ne sent pas véritablement ce truc-là. Avec le matériel militaire, on a vu l'armée aller à l'attaque, on a vu l'armée se battre sur un certain nombre de fronts, mais on a vu tout récemment le EIGS au nord faire défiler ces gens, des centaines de personnes, pour démontrer sa puissance avec leurs armes, les pistolets mitrailleurs, les pick-up, les kalachnikovs. Mais ça veut dire que dans cet espace, c'est eux qui règnent. Et pas seulement qui règnent, mais qui règnent en maître. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, il y a un sérieux problème. D'ailleurs, dans le discours de M. Goïta, il ne le dit pas aussi clairement, mais il dit aux gens, on a beaucoup demandé aux Maliens en 2022, puisqu'effectivement, on demande aux Maliens de souffrir pour qu'on puisse mettre une bonne partie du budget sur ce côté sécuritaire, mais il dit qu'on va leur en demander encore en 2023, ce qui veut dire que les problèmes ne sont pas encore
résoudre. Alors, ce qui est inquiétant, c'est aussi les alentours de Bamako, la capitale. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, cette zone est considérée comme la zone verte. Qu'est-ce qui a pu pencher dans la balance? Ben, qu'est-ce qui a pu pencher? C'est difficile à dire. Est-ce que ce n'est pas les groupes extrémistes armés qui changent de stratégie? Puisque c'est eux qui choisissent où ils attaquent, c'est eux qui choisissent quand ils attaquent. Est-ce que ce n'est pas eux qui veulent actuellement, en se disant que nous sommes en position de force sur une partie du nord, une partie du centre, on va aller semer le trouble au niveau de la zone verte? Et c'est quelque chose qui va passer en termes de communication. Parce que finalement, c'est là où se trouvent les étrangers, c'est là où se trouve un certain nombre d'organismes. Vous avez vu la crise actuellement avec le Burkina, la France. L'ambassadeur a dit à ses ressortissants, la zone de Koudougou commence à être une zone dangereuse, quittée. Mais ce qui va se passer, si Bamako devient une zone dangereuse, mais toutes les ambassades occidentales vont le dire à leurs ressortissants. Et ça ajoute à la panique. Et ça arrange malheureusement les groupes extrémistes armés. Même si les ambassades qui le font sont dans leur droit de protéger leur Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que ça revient à ces ambassadeurs? Parce qu'on l'a vu avec Luc Alland, l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Il l'a fait, on a vu la réaction des autorités burkinabées. Est-ce que ça revient à l'ambassadeur de faire cela, Mamadou? Mais bien sûr, la France a des sites d'information pour ses ressortissants. Dans les pays à risque, ils ont des codes de couleurs qu'ils mettent. Quand tu regardes la carte, si tu connais le code, les couleurs t'indiquent les endroits qui sont fréquentables et les endroits qui ne le sont pas. Mais l'ambassadeur qui est sur place, excusez-moi de le dire comme ça, c'est aussi un espion pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais s'il sait que nous avons des ressortissants dans telle localité et que dans cette localité, vous les entendez faire des alertes parfois en disant à leurs ressortissants, si ce n'est pas indispensable, ne sortez pas. Parce qu'ils ont reçu une alerte pas claire qu'il y a un risque d'attentat. On voit tout le temps cela. Mais c'est que dans ces pays, les gens tiennent à leurs citoyens. Ils tiennent à leur vie, ils tiennent à leur sécurité. Donc, ils n'attendent pas la catastrophe. Ils anticipent. Avant d'alerter. Ils anticipent. Maintenant, cette anticipation dérange parce que dès qu'on dit les étrangers sont en train de plier le bagage d'une localité, mais l'information, c'est que dans cette localité, il n'y a plus de sécurité. Maintenant, il n'y a plus de sécurité dérange bien sûr nos officiels puisque c'est eux qui sont chargés d'assurer la sécurité. Ça va être compliqué à gérer parce que la France ne sera pas seule à le faire. Si l'information donnée par l'ambassade de France est réelle, s'il y a d'autres ressortissants dans la zone, les autres ambassades feront exactement la même chose puisqu'ils ont la responsabilité de leurs ressortissants qui sont dans ce pays. Quand il y a des étrangers dans un pays, s'ils respectent les règles, ils vont s'inscrire dans leur ambassade qui sait qu'ils sont dans le pays, pourquoi faire, avec ou sans leur famille, où ils habitent, où ils travaillent, ils ont leurs coordonnées. Parce que parfois, quand c'est très urgent, c'est les technologies qu'on utilise pour dire aux gens, faites ceci, faites cela. Rappelez-vous, quand on a posé le problème du départ des forces françaises, la France avait dit, il n'y a pas de souci, si les gens veulent, ils peuvent partir. Mais ils laisseront juste des gens pour protéger les ressortissants français et leurs biens. Parce qu'il y a ça également dans la mission des ambassades. Et c'est pourquoi, quand cette mission est importante, au niveau de l'ambassade, vous avez un chargé des questions militaires en bonne et due forme. Alors, la situation sécuritaire dans tout le pays aujourd'hui, Mamadou Diouf, ça fait longtemps, on n'a plus parlé du Mali. Elle ressemble à quoi? Parce qu'on a des appels des Maliens qui disent que tout va bien, d'autres Maliens nous disent que c'est l'insécurité totale. En fait, c'est normal parce que ça dépend de où se trouve la personne. Vous avez l'armée malienne qui, avec le nouveau matériel dont elle dispose, fait des patrouilles avec Wagner. Dans les zones où ils font des patrouilles, bien sûr, la question sécuritaire ne se trouve pas au même niveau que dans la zone nord. Vous avez vu les Touaregs qui décident actuellement de sortir des accords d'Alger. Mais parce qu'ils sont en train de se battre seuls, et malheureusement, aussi bien contre le GSIM que contre EIGS, les deux groupes armés terroristes les plus importants au niveau du Mali. Puisque cette zone, ces groupes sont en train même de se battre entre eux pour pouvoir dominer cette zone. Mais quand vous posez la question à ceux qui sont là où
ces groupes attaquent les populations, là où ces groupes se font la guerre entre eux, et il n'y a pas une intervention militaire pour arrêter cela, ces gens-là ne vous diront pas qu'ils sont en sécurité. Mais quand vous êtes dans la zone où l'armée malienne est présente, puisque l'armée malienne ne peut pas actuellement aller récupérer tout le territoire en même temps, ils sont obligés de mettre en place une stratégie. Là où ils sont très présents avec les instructeurs russes et Wagner, mais ces populations, quand vous leur posez la question, elles vous diront bien sûr que la sécurité chez nous s'est améliorée. Mais de façon générale, il y a encore un sérieux problème de sécurité dans une bonne partie de ce territoire, malheureusement. Alors, vous l'aviez dit, aujourd'hui, on voit le modus operandi de ces groupes terroristes. Est-ce qu'en retour, vous pensez que Bamako a eu à prendre des dispositions? Des dispositions, bien sûr, puisque Bamako est déjà dans des dispositions, puisque si on laisse ces gens-là prendre Bamako, c'est terminé. Donc, vous avez un espace où il faut tout faire pour que ces groupes ne puissent pas prendre pied. Les empêcher de faire un attentat, ça va être extrêmement compliqué. Il ne faut pas qu'on demande aux gens l'impossible. Mais au moins qu'ils ne puissent pas prendre pied, comme dans certaines zones où ils font la loi. Ça c'est fondamental, puisque on peut dire que c'est en quelque sorte le quartier général de tout ce qui doit être organisé contre ces groupes-là. S'ils viennent prendre ce quartier général, mais vous voyez ce que ça va donner comme conséquence. Le deuxième élément, toute la coopération malienne avec l'international, tout ce qu'on veut, mais c'est là-bas que ça se trouve. Tous ceux qui se sont repliés des zones où on considère qu'il n'y a pas de sécurité, tous ces gens se retrouvent au niveau de Bamako également. Mais il faut nécessairement que l'armée malienne fasse le nécessaire pour que, pas Bamako seulement, cette zone verte, comme on peut l'appeler, ne tombe pas. Et je crois que ça, c'est pas nous les civils, on va l'apprendre à des stratèges militaires qui savent très bien de quoi il s'agit. Mais n'oublions pas que le Mali, ce n'est ni le Togo ni le Sénégal, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Alors, Mamadou, vous avez parlé d'une zone ou bien des zones vertes. Il y a également celles qui sont rouges, la zone des 3 frontières par exemple. Aujourd'hui, on est toujours surpris quand on ne voit pas de dispositions prises et par le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour contrer les terroristes qui sont dans ces zones. On parle sur le papier, on écrit sur le papier, mais on voit plus de multiplication de ces attaques dans ces zones. Pour résoudre le problème dans ces zones, il faut une énorme présence militaire. Même quand les forces françaises étaient là-bas, la France avait demandé au Tchad un appui supplémentaire de militaires avant le décès de l'ancien président Idriss Déby. Que les gens se rappellent de ça, 2000 militaires. Cela veut dire que même avec la présence française, ce n'était pas suffisant. Alors qu'il n'y a plus la présence française. Il y a une autre difficulté dans cette zone qui fait partie de ce qui fait la force de ces groupes armés terroristes. Le Mali, le Niger, le Burkina, puisque c'est eux qui se trouvent dans cette zone des 3 frontières, mais doivent collaborer. L'exemple actuellement entre le Burkina et le Togo, si vous poursuivez des groupes armés terroristes traverser la frontière, c'était également l'exemple du Nigeria. Quand Boko Haram perturbait le Nigeria, mais Buhari a dit au Cameroun, au Tchad, au Niger, mais oubliez la frontière. Mais ils ont même fait mieux, ils se sont organisés pour les combattre en même temps. Puisque généralement, on s'organise ici, on va frapper là-bas. Après, on se réfugie de l'autre côté. Mais si ces 3 pays collaboraient, si ces 3 pays faisaient en sorte que ce contrôle des frontières, qu'ils le fassent en même temps, mais s'il y a une attaque d'un côté de la frontière, qu'on alerte des autres côtés de la frontière, que les gens prennent les dispositions qu'il faut, mais à défaut de pouvoir arrêter ces attaques, on pourra les réduire et on pourra même éviter certaines attaques parce que l'information, le renseignement, pour être plus clair, va parvenir à temps là où il faut pour qu'on sache quoi faire pour éviter ces attaques. Mais jusqu'à aujourd'hui, la coopération entre les 3 pays au niveau de cette zone frontière n'est pas bonne. Pire, il y a une très mauvaise relation actuellement, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, entre le Mali et le Niger. Alors que tous les 2 pays sont confrontés au même phénomène. Le Niger a moins d'attaques par rapport au Mali, c'est vrai, mais cette partie du Niger est confrontée à ce problème des groupes armés extrémistes. Et quand tu regardes
les compositions, c'est les mêmes, puisque eux ne tiennent pas compte de nos frontières. Quand on dit EIGS, ils se considèrent comme des gens qui interviennent dans tout le Sahel. Ils n'interviennent pas dans un pays, ils considèrent le Sahel dans son intégralité, c'est-à-dire qu'ils traversent plusieurs pays. On ne peut pas vouloir les combattre en restant dans nos armées de caractère national en disant que je reste dans mon territoire. Il faut une très forte collaboration entre nos armées, des attaques même de façon concomitante, comme ça a été fait contre Boko Haram. Et cela a donné du résultat au Nigeria. Cela a donné du résultat également avec le Bénin, le Burkina et le Togo, quand ils ont fait des opérations ensemble, mais ils ont pu, comment on le dit encore, neutraliser et détruire certaines bases de ces groupes armés extrémistes. En tout cas, aujourd'hui, pour sécuriser les zones vertes, surtout Bamako, le Mali doit compter sur les instructeurs russes. Pas seulement, parce que malheureusement, je disais tout à l'heure que le Mali, c'est 1 million de kilomètres carrés. Ça pose un problème. Vous avez des militaires en opération parce qu'il faut libérer les zones où les extrémistes sont. Il faut des militaires pour également garder Bamako. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait pris la police et autres comme des militaires, un des objectifs, c'est quand des espaces sont libérés, qu'on puisse laisser sur place des gens pour pouvoir protéger ces espaces. Parce que les groupes armés extrémistes, eux, au contraire, sont très mobiles. Ils sont très mobiles et l'armée, si l'armée veut suivre toute cette mobilité, on risque même de prendre une partie de ce qui était au niveau de Bamako pour envoyer encore à l'intérieur du pays pour pouvoir combattre davantage. Vous avez vu le Burkina qui est confronté au même problème, qui a trouvé une solution avec les VDP, mais on n'a pas encore totalement la solution parce que ces groupes armés sont malheureusement encore présents dans tous ces pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et après on reçoit l'invité du jour.